Le silence qui régnait dans les appartements privés de Sandringham n'était pas dû à la tempête hivernale qui faisait rage dehors. Il était palpable, car le roi Charles III avait enfin prononcé les mots que personne en 1000 ans d'histoire de la maison de Windsor n'aurait voulu entendre. Après des mois de sourires soigneusement arborés, d'apparitions publiques maîtrisées et du masque stoïque d'un souverain, le roi, assis à la tête d'une lourde table en acajou, révéla la vérité sur son désir d'abdiquer. Sa santé n'était pas une simple préoccupation. C'était une échéance. Ses forces déclinaient. Et son équipe médicale lui avait confirmé en privé que son combat contre le cancer était passé d'une lutte pour la guérison à une course contre la montre. Le roi, un homme qui avait passé 70 ans dans l'ombre, attendant son heure de gloire, comprenait désormais que son plus grand devoir serait de se retirer avant que le rideau ne tombe définitivement. Il souhaitait que la couronne soit transmise à Guillaume et Catherine, tant que l'institution était encore forte avant que son propre déclin physique ne crée une fracture au sein de la monarchie qu'aucune tradition ne puisse penser. La pièce était un havre de silence. Chaque personne présente, le cercle restreint des conseillers et les plus hauts membres de la famille royale, comprenaient la gravité de l'instant. Les appareils électroniques avaient été laissés à l'entrée. Les lourds panneaux de chêne étaient clos et l'air était empli d'une froideur clinique. Le mot « abdiquer », jadis tabou, dans le vocabulaire royal n'évoquait plus une histoire de fantôme de 1936. Cela ressemblait à un plan. Cela ressemblait à une nécessité. Charles regarda son fils, le prince William, non pas comme un monarque observant son héritier, mais comme un père demandant à son fils de porter un fardeau devenu trop lourd. Les yeux du roi étaient fatigués, marqués par l'épuisement d'un homme qui avait lutté contre ses propres démons et avait perdu. Il ne qualifia pas sa décision de retraite ou de capitulation. Dans un compte-rendu officiel du palais, établi pour les archives familiales, il la présenta comme la seule voie responsable à suivre. Il savait que la couronne, l'autorité symbolique et légale de la nation, ne pouvait être portée par un homme qui n'était plus en mesure de se tenir debout. William entendit le verdict sans bouger. Toute sa vie, il s'était préparé à ce rôle assistant aux réunions, apprenant le protocole et observant sa grand-mère forte de 70 ans d'expérience donner des leçons magistrales sur le devoir. Mais la préparation théorique est bien différente de la réalité recevoir face au déclin de son père sur une table silencieuse. Il vit les mains du roi jadis actives et expressives, désormais immobiles et fines, posées sur le tapis vert du bureau. William comprit à cet instant que son père n'abdiquait pas par désir de repos. Il abdiquait pour la survie de la monarchie. Le prince sentit l'ombre du trône passer de l'ombre lointaine au cœur de son existence. On lui demandait d'assumer ses responsabilités, alors qu'il était encore en deuil de ce que son père perdait. C'était un fils qu'on appelait à entrer dans l'histoire, avant même que son cœur ne soit prêt. Catherine, assise près de William, remarqua un détail qui échappa aux autres. Charles ne parla pas de savoir s'il se retirerait, mais quand. Il avait déjà préparé un dossier médical confidentiel, un résumé de santé privée détaillant la progression agressive de la maladie. Le roi refusa qu'un aide le lise à haute voix. Il laissa simplement le dossier là, témoin silencieux de sa mortalité. Catherine comprit la portée de l'expression « voué responsable ». Cela signifiait que la décision était passée du stade de simple pensée angoissée à celui de volonté ferme. Elle réalisa que la couronne n'arriverait pas prématurément dans un éclat de gloire. Elle arriverait blessée. Son rôle ne serait plus seulement celui d'une épouse soutenante. Elle serait le pilier émotionnel d'un roi accédant au trône dans l'ombre du déclin de son père. La reine Camilla resta assise tandis que la réunion se terminait, le regard fixé sur la chaise vide à côté d'elle. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds après 30 années de lutte. Pour Camilla, l'abdication de Charles n'était pas qu'une simple décision constitutionnelle. C'était une fin personnelle. Si Charles se retirait, son propre centre de gravité disparaîtrait. Elle ne serait plus la reine consort au cœur de l'État. Elle deviendrait une veuve en devenir, voyant une génération future prendre les rênes sans elle.
Elle comprenait qu'une fois l'acte d'abdication signé, le centre de la vie royale se déplacerait vers la maison de William, la laissant isolée dans un palais qui ne lui avait jamais vraiment ouvert son cœur. L'élément déclencheur de cette décision n'était pas un simple rapport médical, mais une répétition privée d'une importante cérémonie royale quelques mois auparavant. Charles s'entraînait à l'ouverture solennelle du Parlement, un rôle qui exige du monarque qu'il porte le poids au sens propre comme au figuré des projets du gouvernement. Au beau milieu d'une phrase, il s'était interrompu. Il s'agrippa au bord de la table, le visage blême, et regarda William avec une terreur absolue. Il ne put terminer sa phrase. La pièce remplie de conseillers médicaux et d'écuyers de haut rang se figea. Charles avait tenté de poursuivre, porté par l'orgueil tenace d'un homme qui avait attendu ce moment pendant des décennies, mais son corps le trahit. Guillaume avait voulu le retenir, mais Charles leva la main. Un geste de défi qui signifiait « Non, pas encore !» Ce fut le moment décisif. Il prouva que l'image publique de la force et la vérité intime de la faiblesse étaient devenues inconciliables. Lors de la confrontation qui s'ensuivit à huis clos, Camilla interpella le roi. Ce fut un choc entre amour et héritage. Elle lui demanda s'il privilégiait la monarchie autant qu'il leur restait à passer ensemble. La réponse de Charles fut une formule philosophique qui tranchait avec 30 ans d'histoire commune. Me retirer n'est pas une faillite. C'est le dernier devoir qu'il me reste à accomplir. Il savait que s'il attendait que le public le voie s'effondrer, la monarchie apparaîtrait comme une relique du passé incapable d'affronter les rigueurs du monde moderne. Il souhaitait que William hérite d'un système fonctionnel et non d'une crise. Camilla craignait que l'histoire ne se souvienne de lui, comme d'un roi faible, incapable d'aller jusqu'au bout. Charles rétorquait que l'histoire se souviendrait de lui, comme du roi qui avait sauvé la couronne en sachant la céder au moment opportun. Les détails de la transition commencèrent à se dessiner au sein de la bureaucratie palatiale. Les documents de succession, le cadre juridique formel du transfert d'autorité furent extraits des archives confidentielles. Il ne s'agissait pas seulement d'une couronne. Il s'agissait de la bague sigillaire, le sceau personnel du souverain. Voir Charles retirer cette bague et la poser sur son bureau lors d'une rencontre privée avec Guillaume fut le moment le plus poignant de la crise. C'était de l'aveu concret que le pouvoir avait disparu. Des options de transition furent présentées avec une précision chirurgicale, un plan de continuité conjoint selon lequel Guillaume assumerait certaines fonctions de la couronne, tandis que Charles resterait souverain nominal pendant quelques mois. C'était la manière dont le palais préparait le terrain pour un nouveau règne, alors que l'ancien était encore en déclin. La princesse Anne et princesse royale suivirent les débats avec le même visage impassible que celui de sa mère. Elle ne prodigua ni mensonges, ni paroles réconfortantes au roi. Lorsque Charles lui demanda si l'histoire le jugerait sévèrement pour avoir rompu avec la tradition d'un règne à vie, elle lui répondit que l'histoire juge ceux qui ont le courage d'agir lorsque l'institution est la plus vulnérable. Elle comprit que la blessure profonde de la famille, le traumatisme de l'abdication de 1936, ne pourrait être pensé qu'en faisant apparaître cette décision comme un acte de sagesse, plutôt que comme un scandale. Elle le devint un pilier pour William, lui rappelant que la couronne est un système de continuité et non une possession personnelle. Le rôle de Catherine dans cette transition fut sans doute le plus complexe. C'est elle qui dut gérer les répercussions émotionnelles pour ses enfants tout en se préparant à devenir reine consort d'une nation sous le choc. Elle reçut un briefing de transition sans fioriture. Ce document détaillait le calendrier accéléré de leur règne et le fait qu'ils seraient le visage public de la monarchie dans ces heures les plus sombres. Catherine comprit que le public avait besoin de plus qu'un nouveau roi. Il avait besoin d'équilibre et de compassion. Elle dit à William que la couronne devait être reçue avec loyauté, non avec ambition. Sa détermination devint le pilier du nouveau règne. Si l'amour guide la transition, c'est un acte de miséricorde. Si c'est la peur qui la guide, c'est un effondrement.
Lorsque la nouvelle parvint enfin à filtrer par les canaux d'une communication contrôlée du palais, la réaction du public fut une vague de deuil national. L'image du roi fatigué devint l'emblème de cette époque. La population se rassembla devant Buckingham Palace, non pour protester, mais pour observer une veillée silencieuse, en hommage à un homme qui choisissait de se retirer pour le bien de tous. La nostalgie pour la défunte reine. Élisabeth II se manifesta à travers ce sacrifice, car chacun comprit que Charles honorait l'héritage de sa mère en veillant à ce que son successeur soit prêt. Charles avait transformé sa propre mortalité en une leçon magistrale de survie institutionnelle. Il n'était plus seulement l'homme qui attendait. Il était le roi qui savait quand partir. La dernière rencontre entre Charles et William fut une résolution qui transcenda le protocole. Il n'y eut ni ministre, ni caméra et ni discours préparé. Le roi remit les boîtes rouges, les dépêches quotidiennes du gouvernement, à son fils. C'était l'expression même du pouvoir dans son détail le plus infime. Charles dit à William qu'il souhaitait qu'il hérite de la force et non de la confusion. Il souhaitait que son fils bénéficie de la continuité familiale qui lui avait toujours fait défaut. William enlaça son père, et dans cet instant, la blessure profonde de leur relation complexe se guérit enfin grâce à une compréhension partagée du devoir. Le prince comprit alors que l'abdication n'était pas un échec du roi, mais l'ultime acte de protection d'un père. L'abdication laissa un goût amer de triomphe. La monarchie survécut car elle choisit l'honnêteté plutôt que l'orgueil. Le règne de Charles fut peut-être bref, mais sa fin fut l'événement royal le plus marquant du siècle. Elle consacra l'idée que la personne qui porte la couronne est subordonnée à la couronne elle-même. Au moment de l'annonce officielle, le public était déjà préparé. Le plan de transition avait été exécuté avec une telle précision que la nation ressentit un sentiment de continuité plutôt que de chaos. Le roi avait préparé avec succès la génération suivante, écartant les incertitudes et laissant derrière lui un terreau fertile pour la confiance d'un peuple qui avait vu son souverain en toute humanité. Camilla finit par trouver sa place au sein de cette nouvelle structure, choisissant de soutenir la transition plutôt que de mener un combat qu'elle savait déjà perdu. Elle resta aux côtés de Charles lors de ses adieux, publique consciente que peut-être leur amour était plus qu'un titre. La bague sigilière avait disparu, les documents de succession étaient déposés et le dossier médical n'était plus un secret. L'illusion dorée d'une monarchie immortelle avait laissé place à la réalité d'une famille prête à affronter la vérité. Charles III avait accompli sa destinée non pas en régnant pendant des décennies, mais en veillant à ce que son successeur ait lui aussi un destin. En définitive, l'histoire de l'abdication du roi Charles est un récit poignant, un voyage du pouvoir à la paix. Elle se déroule en 5 actes depuis le choc initial de la crise médicale jusqu'à l'apaisement final. C'est une histoire racontée à travers les moindres détails, boîtes rouges, bagues sigilières et ordres murmurés. C'est la biographie d'un homme qui a puisé sa plus grande force dans sa plus grande faiblesse. Ce bouleversement n'était pas une fin, mais le début d'une ère nouvelle et plus authentique pour la maison de Windsor. Le roi demeure un symbole de sacrifice, William un symbole de devoir, et Catherine un symbole d'élégance inébranlable. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce dénouement concernant la décision royale la plus importante de notre époque. Si vous mesurez la gravité de cette transition, si vous comprenez pourquoi un roi choisirait l'avenir de son fils plutôt que sa propre couronne, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous pour suivre notre exploration des vies qui ont marqué une ère. Que pensez-vous de la décision finale du roi Charles? L'abdication était-elle l'ultime acte de dévouement ou une capitulation face à l'inévitable? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les histoires des souverains et des stars ne s'achèvent jamais vraiment. Elles attendent simplement l'écriture d'un nouveau chapitre. Les lumières d'os de Buckingham Palace brillent toujours,
Mais le cœur de la monarchie bat d'un nouveau rythme. Continuez à chercher la vérité derrière le glamour, car c'est là que réside la véritable histoire. La couronne reste droite et l'avenir est enfin entre de bonnes mains, Monsieur Mange. La fin n'est que le commencement. L'histoire continue. Restez à l'écoute